Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. C'est la construction au Portugal. Que ce soit de la construction neuve ou que ce soit de la reconstruction ou rénovation, on va aborder tous ces sujets, incluant aussi ce qu'il faut faire attention par rapport à l'achat du terrain ou par rapport à l'achat d'une ruine ou d'une vieille maison abandonnée. D'accord? Alors, commençons tout de suite. Restez en ligne parce que si ce sujet vous intéresse, vous allez avoir plein d'informations au long de cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour, c'est Tony du Portugal. Comme je vous ai dit, on va parler de la construction, mais pas seulement. On va aussi aborder l'achat d'un terrain ou d'une ruine, d'une vieille maison, et où il faut faire attention, quel type d'arnaque il peut y avoir, etc., etc. Donc, commençons tout de suite par le traditionnel. Donc, l'achat d'un terrain pour y construire votre maison future. Donc, par rapport au terrain. Ici au Portugal, comme dans l'espace francophone, il y a des divisions. Donc, le Portugal est divisé, le territoire entier est divisé en parcelles qui sont dénominées comme parcelles très différentes, que ça peut par exemple être l'agriculture, des parcelles protégées, de la forêt et aussi évidemment des zones urbaines. D'accord? Donc, quand vous êtes en train de choisir votre terrain, à quoi faut-il faire attention? Déjà, au départ, un terrain qui est dénominé comme rustique, beaucoup de gens pensent qu'un terrain rustique n'est pas constructible, mais ce n'est pas vrai. Un terrain rustique peut être aussi constructible. Il n'est pas seulement encore dénominé par la mairie comme tel. Donc, il faut le changer. Dans certains cas, c'est possible. Dans d'autres cas, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, commençons par le terrain traditionnel. Si un terrain est urbain, donc, dans le cadastre, il figure comme urbain, ça veut dire qu'il y a des lois bien précises par rapport à ces terrains urbains, que dépendant des localisations, peuvent être construits à un certain pourcentage. Ça peut être du 30%, ça peut être du 60%. Donc, dépendant de la localisation où ce terrain est situé et suivant le fait qu'il est urbain, on a la possibilité de construire différents pourcentages. Donc, un terrain urbain, c'est un terrain qui est garanti pour la construction. Il y a aussi des terrains qui sont partiellement urbains et partiellement, par exemple, l'agriculture. Donc, où vous avez un part de terrain qui est constructible et l'autre part ne l'est pas. Là aussi, il faut faire attention. Combien de pourcentage est-il constructible? On va en parler tout de suite, Et où peut-on construire ce terrain? Parce que là aussi, il peut y avoir des limitations. Donc, vous pouvez être obligé à reculer à 20 mètres de la route, ou vous êtes peut-être obligé à construire à 7 mètres et demi de la route. Donc, il y a des facteurs différents qui s'appliquent au terrain, dépendant de leur localisation. Mais une chose est certaine, c'est qu'un terrain urbain, il est constructible. Déjà, un terrain rustique, beaucoup de gens pensent un terrain rustique, ce n'est pas constructible. Mais ce n'est pas vrai. Un terrain rustique peut être constructible ou pas, dépendant de sa localisation. Le mot rustique veut simplement dire qu'il n'a pas été encore, disons, transformé, appelons ça comme ça, dans une autre catégorie. Donc, ça peut être une catégorie urbaine, d'accord? Ou alors partiellement urbaine, ou alors une catégorie d'agriculture. Donc, c'est un terrain rustique. Donc, c'est ce que c'est. Malgré tout, normalement, on sait déjà auparavant, ou les propriétaires savent déjà auparavant, si ce terrain rustique est pour la construction, est possible pour la construction ou pas. Donc, où faut-il faire attention avec un terrain rustique? Un terrain rustique, pour vous, comme acheteur, n'offre aucune garantie. Donc, en fait, ce qu'on fait normalement, quand on est vraiment très intéressé par ce terrain et que l'agence immobilière et le propriétaire vous assurent que ce terrain est constructible, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours prendre un avocat, comme je vous l'ai dit ici dans ma vidéo sur l'immobilier ou l'achat de l'immobilier, dans ce cas-là des maisons, etc. Donc il faut toujours prendre un avocat et cet avocat va certainement employer un ingénieur, pour vérifier la constructibilité de ce terrain rustique, d'accord?
il y a quelque chose qui s'appelle ici au Portugal le PDM. Le PDM, c'est un genre de cadastre. En fait, c'est tout le territoire portugais divisé en parcelles où c'est bien clairement dénominé où qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas y faire. Donc, est-ce que c'est constructible ou pas? Est-ce que c'est hautement protégé ou pas? Est-ce que c'est seulement destiné à l'agriculture ou pas? D'accord? Par rapport à ça, un ingénieur peut déjà, à préalable, voir si ce terrain vraiment correspond à une zone où on peut construire. Okay? Mais ce n'est pas suffisant. Donc, en fait, ce qu'on dit à l'avocat, c'est on lui dit, bon, bah, écoutez, je suis intéressé par ce terrain, mais je veux avoir à 100%, je veux être à 100% sûr que je peux y construire. Donc, va falloir faire une demande à la mairie. Normalement, c'est l'acheteur qui le fait. Des fois, il y a le vendeur qui l'a fait déjà au préalable, mais après, la demande a peut-être déjà 2 ans ou 3 ans. Donc, on veut être sûr que ça soit une demande récente. Donc, on demande à son avocat pour vérifier ça. Et l'avocat va, à travers l'ingénieur, vérifier vraiment quel type de terrain c'est et va demander ça à la mairie en écrit. Et en écrit, ça signifie quoi? Ça signifie que la mairie va, au bout d'un mois et demi, 2 mois, dépendant des mairies, envoyer un document où il est décrit quel type de terrain c'est, combien de pourcentage on peut y construire, si on peut construire rez-de-chaussée, premier étage et par exemple cave, ou seulement rez-de-chaussée et cave, si on peut y construire plus que 2 étages, donc ça serait déjà des appartements, ainsi de suite. Donc, vous avez déjà au préalable, en écrit par la mairie, la certitude que ce terrain est possible d'y construire, ok, en suivant ces paramètres. Okay? C'est tout. Pour l'instant, vous avez ça vous donne déjà une sécurité que ce terrain vraiment que vous voulez acheter est constructible. Maintenant, comment vous vous assurez ce terrain? Parce qu'en fait, comme tout ça, ça dure un certain temps, vous ne voulez pas perdre le terrain. Donc, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on paye un montant, par exemple, de 10% sur le compte client de l'avocat, hein, et ces 10%, ils restent sur le compte client. Le vendeur a informé qu'il y a 10% pour lui dans le compte client avocat et que dès qu'on a l'information de la mairie en noir et blanc, okay, ces 10% vont être versés sur le compte du vendeur et on pourra marquer l'acte notarié. Voilà, c'est normalement pour vous sécuriser, c'est ça qu'on fait, d'accord ? On peut aller aussi plus loin, mais ça, il y a très peu de propriétaires qui vont l'accepter parce que ça dure simplement trop long. C'est donc faire la même procédure, mais l'exigence n'est pas seulement avoir le papier de la mairie comme quoi ce terrain est constructible, mais en plus exiger qu'on veut approuver son projet, donc faire l'architecture de ce projet et l'approuver, et seulement après on fait l'acte notarié. Comme je vous dis, j'ai eu des cas comme ça, mais c'est très rare que les propriétaires acceptent ce genre de choses. Ce qu'ils peuvent vous dire et ce qu'ils vont certainement vous dire, écoutez, ça c'est l'architecture, c'est votre problème. Si vous voulez le faire, faites-le, mais moi en attendant, je continue à vendre mon terrain. Donc s'il y a quelqu'un qui vient plus rapidement que vous, ben, il l'aura. Donc vous voyez, il y a ça. Donc normalement, il faut se satisfaire un petit peu avec ce papier de la mairie et évidemment avec ce que l'ingénieur ou architecte va vous dire par rapport à ces terrains. En ce qui concerne les maisons à rénover, prenons le cas des ruines. Je sais que par exemple en Belgique, au moins c'était comme ça, les ruines, d'une manière générale, à partir du moment qu'il y a une ruine, on peut la reconstruire. Bon, très bien. Ben, ici au Portugal, c'est pas comme ça. Hein. Ici au Portugal, on ne peut que reconstruire une ruine si c'était de l'habitation avant. Okay? Donc il faut que ça soit prouvé à travers le cadastre, que cette ruine a servi comme habitation. Peu importe si c'était une chambre, deux chambres, comme c'était les maisons anciennes, hein, il n'y avait pas beaucoup plus que ça, mais ça ne peut pas être, par exemple, avoir été quelque chose pour les animaux. Hein. Si c'était quelque chose pour que les animaux y restent, on ne pourra pas le construire si c'est dans un terrain non constructible. Pour être plus clair, je vous donne un exemple. Donc, prenons une ruine de 50 mètres carrés, donc quelque chose de très petit, hein, qui est en bordure de mer. Hein. Des fois, vous avez ça au Portugal, et les gens toujours me demandent, mais oui, mais pourquoi personne n'achète ça? Ben, personne n'achète ça parce qu'on ne peut pas y construire. Et je vous explique. Donc, vous avez cette ruine, 50 mètres carrés,
bordure de mer, superbe terrain, superbe tout, voilà, ça vous intéresse. Et on vous dit, oui, ben, je vous le vends à tel prix, d'accord? Mais vous constatez que cette ruine a servi comme entrepôt, pour les animaux. Donc c'est marqué où cette ruine n'existe même pas sur le cadastre. Elle a été faite, mais elle n'a été jamais enregistrée. Donc si cette ruine est dans une zone, par exemple, de protégée ou de forêt, on ne pourra rien y faire. Okay? Donc ça vaut rien, enfin ça vaut le prix de l'agriculture, au mètre carré, plus ou moins c'est ça, parce que vous ne pouvez pas y construire, d'accord? Et vous ne pouvez pas non plus le reconstruire. Si cette même ruine, 50 mètres carrés, est en plein milieu d'une forêt, d'accord? Et dans le cadastre, cette ruine est identifiée comme une maison, donc elle a été servie comme maison d'habitation 30, 40, 50 ans auparavant, vous pouvez la reconstruire exactement comme elle est là. Donc si on a 50 mètres carrés, il faut reconstruire les 50 mètres carrés. Et point final, à moins que ça soit une zone urbaine où cette ruine est. Donc si c'est une zone urbaine, les lois de l'urbain s'appliquent. Donc vous avez tant de pourcents que vous pouvez construire sur ce terrain urbain. En plus de la ruine ou incluant la ruine. Dans ce cas-là, c'est incluant la ruine, ok? Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc une ruine, ce n'est pas une certitude de construction pour habitation. Une ruine, c'est juste une ruine, il faut vérifier si c'était une habitation avant, et aussi il faut vérifier dans quel encadrement de terrain elle se situe, parce que si elle se situe dans un encadrement protégé, ou alors d'agriculture avec des dimensions réduites, hein, vous ne pouvez rien y faire, mis à part les 50 mètres carrés, comme je viens de le dire. C'est clair maintenant? Oui? Donc, il faut faire très attention à ça parce que pas tous les ruines sont vraiment des ruines où on peut y faire son habitation. Alors maintenant vous allez me dire, bah oui, mais au Portugal, les gens ils reconstruisent, machin, ils laissent les murs et après à l'intérieur ils font un appartement. Soit, c'est vrai, c'est la vérité, je ne dirais pas le contraire, il y a des cas comme ça, mais la vérité est aussi que, et comme agent immobilier, je dois vous le dire, que c'est illégal. Je veux dire, ce que cette personne est en train de faire, c'est une illégalité. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen de le contrôler ou non? Certainement pas, mais il suffit qu'un voisin voit des mouvements de camions avec des matériaux de construction, machin truc, et pour un moment on s'est mal entendu avec le voisin à cause des bordures du terrain, tout de suite il va alerter la mairie et la mairie va venir, vous voyez. Donc si vous avez ce genre de problème dans votre entourage, des voisins et tout ça, qui sont peut-être pas les plus sympas, vous pouvez compter que certainement, dès que vous avez commencé à faire des travaux là-dedans, que vous allez avoir une visite et qu'ils veulent voir ce que vous êtes en train de faire. Donc vous me suivez là, hein, d'accord? Beaucoup de gens imaginent, oui, le Portugal en fait un peu n'importe quoi. C'est pas tout à fait ça. Hein. Le Portugal appartient à l'Union européenne. Donc, il faut qu'elle suive les lois. Okay? Et les lois sont en train de plus ou moins s'unifier. Pas complètement, ok. Maintenant, le Portugal a un problème de fiscalité. Ils n'ont pas suffisamment de personnes pour fiscaliser. Mais ils ont les voisins. Et ceux-là, ils sont des fois des bonnes fiscalités. Vous voyez, je veux dire, surtout quand vous ne les aimez pas ou ils ne vous aiment pas. Ok, donc avant tout, mettez-vous bien avec vos voisins. Bien, alors, on a parlé des terrains, ce qu'il faut faire pour les acheter et pouvoir y construire. On a acheté et pris les ruines. Maintenant, parlons de terrains d'agriculture. Parce qu'il y a des situations, vous savez, où vous achetez, on va reprendre un exemple, 5000 m². De ces 5000 m², 4000 m² sont dénominés comme terrain d'agriculture. Okay? Et 1000 m² sont dénominés comme terrain urbain. Okay? Donc c'est dans l'espace urbain, et les autres 4000 mètres, elles sont hors l'espace urbain. Donc, pour toute considération, la mairie ne va que
prendre en compte ces 1000 mètres carrés qui sont urbains. Donc le pourcentage de la construction va s'appliquer sur les 1000 mètres carrés et pas sur les 5000 que vous êtes en train d'acheter. Il était vrai que si vous avez après 4000 mètres carrés de terrain agriculture, vous avez le droit de construire pour un appui à l'agriculture, même si vous n'en faites pas. Une baraque pour mettre les machines, pour un entrepôt, des choses comme ça. Vous voyez, ça c'est tout à fait possible hein, sur le terrain d'agriculture dès qu'il a une certaine taille. Mais sinon, y construire, vous ne pouvez pas. Par contre, sur du terrain d'agriculture qui a 40 000 mètres carrés, donc 4 hectares, vous pouvez y construire une maison. Mais ces 40 000 mètres carrés, donc les 4 hectares, il faut qu'ils soient entièrement pour l'agriculture. Okay? Il ne peut pas qu'il y ait par exemple 30 000 mètres carrés d'agriculture et 10 000 mètres carrés de forêt. Donc dénomination, ça ne veut pas dire qu'il y a une forêt, mais simplement c'est dénominé comme forêt. Donc là, ça ne marchera pas, parce que vous n'avez que 30 000 mètres carrés d'agriculture. Je me suis fait comprendre. Donc ça, c'est une exception à la règle. OK? On va juste récapituler très rapidement. Terrain. Il faut vérifier quel type de terrain c'est. Il faut prendre un avocat. Il faut prendre un ingénieur ou un architecte, normalement c'est un ingénieur, pour vérifier et pour demander toutes les informations en écrit à la mairie. OK? Ruines. Pas toutes les ruines sont constructibles, okay? Pas toutes les ruines sont habitables, disons de cette manière. Elles sont toutes reconstructibles, mais pas pour l'habitation. Okay? Donc très important aussi à vérifier. Et il est important de savoir quel genre de terrain on est en train d'acheter, quel genre de possibilités il y a sur ce terrain, donc quelle est la part qui est protégée, quelle est la part qui est où c'est la forêt, quelle est la part d'agriculture, est-ce que c'est une part urbaine complète, donc ou est-ce que c'est une part qui est une mixture entre tout. Hein? Ça c'est très important, c'est à cause de ça que je vous conseille, allez toujours à travers un avocat qui va lui mettre un ingénieur au milieu ou un architecte de manière à ce que vous puissiez acheter votre bien qui va être votre bien et votre maison future en toute sécurité. Donc voilà, on a la part la plus importante. On a acheté le terrain ou la ruine qui va nous servir pour notre maison future. Peu importe que ce soit pour la maison pour habiter ou pour des vacances. Donc, revenons au terrain. OK ? Donc, vous avez acheté le terrain et maintenant, vous voulez faire votre projet. Il est évident que vous allez prendre un architecte qui va vous dessiner, ensemble avec vous, le projet en conformité avec la loi portugaise. Il y a certaines choses qui sont importantes, qui doivent suivre la loi portugaise, comme par exemple, il doit y avoir au moins une salle de bain où on peut, avec une chaise roulante, rentrer et rouler sans aucune aide. Ça, c'est une des choses. Okay? Donc, il y a des petites choses comme ça qui sont importantes où l'architecte, faut qu'il suive les lois portugaises et ce qu'il va faire en conformité avec vos besoins spécifiques. Combien de chambres, la taille des chambres, où est-ce que vous voulez avoir des armoires, ainsi de suite, où est-ce qu'ils sont les fenêtres, si c'est possible. Il y a aussi, par rapport à l'extérieur, évidemment, des lois. Donc, normalement, il n'y a pas de fenêtre, au moins pas de fenêtre, de grandes fenêtres sur les voisins, etc., etc. Donc, vous avez votre architecte, il va commencer à vous faire dessiner votre projet. OK? Donc, partons du principe, on saute toute cette situation, ça va prendre un mois et demi, et le projet est terminé. Donc, ce projet, l'architecte le prend et le dépose à la mairie. La mairie, dépendant des mairies, va prendre moi je connais des mairies qui prennent un mois, mais j'en connais aussi qui prennent 8 mois, ou même voire un an, pour pouvoir approuver un projet ou le décliner. Parce que s'ils disent non, et on veut ils disent non, mais ils disent aussi quel changement il faut faire. Donc l'architecte retourne ses papiers, ses documents, redessine le projet suivant les exigences de la mairie et le redépose. Donc, partons du principe que au bout de quelques mois, votre projet a été approuvé, donc il faut faire le deuxième pas qui a approuvé les spécialités. Voilà, mais qu'est-ce qui sont les spécialités? Les spécialités, c'est quelque chose de même plus complexe que l'architecture. Pourquoi? Parce que ce sont des plans différents, donc le dossier devient un dossier très grand, alors que le dossier d'architecture, c'est tout petit. Le dossier des spécialités, c'est très grand, où chaque
chaque dossier dans le dossier, chaque dossier dans le dossier, oui, voilà. Donc, chaque dossier a une spécialité. Donc, l'une, c'est les canalisations, l'autre, c'est les télécommunications, l'autre, c'est l'électricité, l'autre, c'est les égouts, et ainsi de suite. Donc, chaque chose est une spécialité, et chaque chose, faut qu'il ait ses plans, ok, qui vont être dessinés, dans ce cas-là, impérativement par un ingénieur, et non par un architecte. Normalement, l'architecte a son ingénieur qui travaille avec lui, ou qui collabore, et à qui il va donner ça après l'approbation de l'architecture. Donc on commence les spécialités. Les spécialités, normalement, ça dure environ 3 mois, 4 mois. D'accord? Dépendant aussi un petit peu des régions du Portugal. Alors, une fois que tout ça s'est approuvé, en attendant, vous avez contacté plusieurs constructeurs pour avoir des devis. Sur la base, au moins déjà de l'architecture, mais ça ne va pas suffire au constructeur parce qu'il va falloir qu'il étudie aussi les spécialités. Quel genre de degré de ciment l'ingénieur a exigé, quel genre de mur porteur, quel genre d'épaisseur. Enfin, il y a tout un tas de choses que le constructeur a besoin de savoir pour faire vraiment le prix final qu'il a à vous proposer. Donc, il est évident que vous n'allez pas demander qu'un, vous allez voir prendre 2, 3, et peut-être même 4. Donc, mon conseil, prenez jamais le moins cher, ni obligatoirement le plus cher, prenez celui au milieu, normalement c'est là où vous êtes le mieux servi. D'accord? Donc, vous avez votre constructeur, vous avez choisi, et il va commencer la construction. Prenons le cas habituel que la construction dure entre 1 an et 1 an et demi. Donc la construction dure entre 1 an et 1 an et demi. Quand la construction arrive à la fin, le constructeur va demander à la mairie pour envoyer l'ingénieur de la mairie, donc un employé de la mairie qui va venir pour vérifier si tout est en conformité avec les plans qui ont été déposés à la mairie. Donc si les mesures sont exactes, si rien a été augmenté ou diminué, donc il faut que ça corresponde au plan qui a été déposé à la mairie. Une fois que cette inspection a eu lieu, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, encore une fois, dépendant des mairies, vous allez avoir votre licence d'habitation. Et on continue, mais avant de continuer, je vous demande, au cas où j'aurais oublié quelque chose, vos commentaires sont les bienvenus. Évidemment, des commentaires sympathiques, parce que ceux qui disent seulement des conneries, ça, on s'en passe. Ça ne sert à personne, ok? Et s'il vous plaît, comme ça, ok? Et aussi vous abonner quelque part, il me semble que c'est ici, quelque part, où vous voyez mon visage. Voilà, c'est ça, d'accord? Donc, en continuant, là, vous allez recevoir votre licence d'habitation, et avec cette licence d'habitation, la maison devient licencié, donc vous pouvez y habiter évidemment déjà avant. Il y a beaucoup de cas où les gens vont habiter et la licence d'habitation est faite en cours de cette habitation. Donc les gens y sont déjà et l'ingénieur vient après pour faire. Donc il y a des cas où c'est comme ça. Mais surtout, il ne faut jamais oublier de faire cette licence d'habitation. Encore une petite chose par rapport à cette licence d'habitation. Normalement, la licence d'habitation, il n'y a rien qui se passe mal, à moins que le constructeur ait fait la maison plus grande qu'elle l'est sur le plan qui a été déposé sur la mairie. Mais enfin, ça, aucun constructeur va le faire. Moi, en 25 ans, j'ai jamais eu ce problème, j'ai jamais eu ce cas, donc ça s'est jamais produit. Mais il est évident qu'il y a toujours des exceptions à tout. Mais la vérité est que normalement, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant qu'on a la licence d'habitation, qui est un document important pour la revente. Donc si 10 ans plus tard ou 5 ans plus tard, vous voulez revendre la maison, vous allez avoir besoin de cette licence d'habitation, comme aussi du certificat énergétique qu'il va falloir faire aussi. D'accord? Donc, sans ça, le notaire ne va pas faire l'acte notarié. Bien que depuis le 1er janvier, enfin début janvier 2024, il y a eu cette nouvelle loi comme quoi on n'a plus besoin de licence d'habitation, ou dite d'une manière différente, ce n'est plus obligatoire de présenter la licence d'habitation au notaire. Mais, en réalité, et prenez le cas d'une vente, si vous avez un acheteur, l'acheteur va exiger à travers votre avocat qu'il
il ait les garanties de pouvoir obtenir la licence d'habitation. Okay? Donc en fait, c'est la même chose comme si vous la demandez tout de suite, comme ça vous avez le papier et ça y est, c'est bon, si un jour vous voulez revendre, vous avez tout en règle. Okay? Autrement, les choses deviennent compliquées malgré cette loi, les avocats et le notaire. Le notaire, déjà, il avertit les personnes qui achètent, attention, vous êtes en train d'acheter sans licence d'habitation. Déjà, ça commence par ça, donc tout de suite, ça met des cheveux blancs à l'acheteur. Et l'avocat ne l'accepte pas non plus, il veut avoir des garanties pour son client, que son client est en train d'acheter un bien qui peut, malgré qu'il ne l'a pas, mais qui peut obtenir sans problème la licence d'habitation. Donc autant la faire de suite, et comme ça, vous êtes fait, et quand vous vendez votre maison, vous avez la paix. Bien, alors, prenons maintenant le prochain cas, qui est, et il y a une chose que j'ai oubliée par rapport aux ruines, d'accord? Donc les ruines, comme je vous ai dit, dépendant du type de terrain dans lequel elle est englobée, elle peut être augmentée, elle peut être élargie, mais pour ça, il va falloir aussi faire un projet à travers l'architecte. Donc, comme si c'était en fait un projet neuf, puisque vous êtes en train de prendre une vieille maison qui existe sur la cadastre comme vieille maison, mais vous êtes en train de l'agrandir, okay, ou de l'élargir. Vous êtes peut-être en train de mettre une piscine, vous allez faire un garage et ainsi de suite. Donc, pour ça, vous ne pouvez pas faire ça comme ça et commencer, oui, enfin, j'ai une vieille maison, donc maintenant je vais l'élargir. Non, vous pouvez récupérer la vieille maison dans l'état qu'elle est, enfin avec les mètres carrés qu'elle a, mais dès qu'il s'agit d'augmenter la maison, il faut faire un projet. Même si vous commencez à faire des fenêtres, des portes, enfin tout ce qui est à l'extérieur, par exemple des fenêtres qui donnent sur le voisin et tout ça, là aussi il faut un architecte pour vous faire ce dessin. Les ruines, vous ne pouvez que les faire sans aucune demande si vous récupérez ce qui était là avant. Donc vous récupérez la toiture, vous récupérez les murs. À l'intérieur, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, mais à l'extérieur, il faut que ça reste intact. Hein. Il est évident que beaucoup de personnes ne le respectent pas. Il est très rare qu'il y ait des problèmes, mais malgré tout, je suis obligé de vous aviser de ça. Normalement, ce qu'on peut faire dans une ruine de celle-là, c'est vraiment récupérer la ruine comme elle est, avec les fenêtres où ils sont, avec la porte où elle est, et la refaire et l'habiter comme elle était. Simplement, l'intérieur, vous pouvez le faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des escaliers, vous pouvez mettre des murs, des divisions, des salles de bain, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais sans projet, sans demander. Mais tout ce qui touche l'extérieur, vous avez besoin d'un architecte, ok? Ceci dit, j'ai oublié tout à l'heure, les ruines n'ont pas normalement de licence d'habitation. Pourquoi? Parce que la plupart des maisons qui ont été construites avant 1951 n'ont pas de licence d'habitation. Et dans certaines localisations, okay, donc là, dans certaines mairies, dans certains villages, il était aussi, donc c'est aussi valable jusqu'à 1970. Dans ce cas-là, le vendeur, celui qui vous vend la ruine, et évidemment l'avocat va vous alerter et va demander ce papier, le vendeur doit demander à la mairie un document qui dit que cette ruine, cette maison, hein, a été construite avant 1951, et si ça s'applique, dépendant de la localisation, avant 1970, et qui est dispensé de licence d'habitation. Donc, là, il n'y a aucun problème parce que c'est la loi depuis longtemps au Portugal. Tout ce qui est avant 1951 n'a pas besoin de licence d'habitation. D'accord? Donc vous pouvez, en théorie, l'acheter. Dès que c'est une maison, évidemment, je reprends ce que j'ai dit au départ. Acheter, la transformer à l'intérieur, en faire votre maison de vacances ou votre domicile, et vous continuez à ne pas avoir de licence d'habitation et vous n'en aurez pas besoin parce que cette maison a été construite avant 1951. Vous l'avez simplement reconstruit ou rénové. D'accord? Est-ce que je me suis fait bien comprendre, hein? D'une manière ou d'une autre. Si vous avez des questions, ici en bas, vous avez les commentaires, ok? Ceux qui sont en train de m'écouter et trouvent que j'ai oublié quelque chose et qui ont un commentaire intéressant pour la communauté, s'il vous plaît, laissez ce commentaire, ok? En attendant, s'il vous plaît, abonnez-vous ici, vous voyez, je ne sais pas, ma tête ici, ok? Et ça aussi, ça me fait plaisir et c'est bien pour mon YouTube aussi, hein? Donc allez-y, là,
abonnés et commentaires. C'est tout bien et je suis très heureux et je vais répondre à vos commentaires. D'accord? Maintenant, je vais parler de petits points qui sont importants et je vais les prendre un petit peu comme ça. Par rapport aux ruines, revenons encore une fois à ces ruines. Ok? Un constructeur au Portugal, il y a des exceptions partout. Normalement, il ne construit que du neuf. Celui qui fait du neuf, que ce soit qu'il construit neuf pour vendre ou neuf pour quelqu'un qui a acheté un terrain et qui l'a contracté, normalement, ce constructeur rarement fait des reconstructions, de rénovations. Normalement, il y a des constructeurs assez spécialisés dans la rénovation. Je ne dis pas que c'est une règle, mais normalement c'est comme ça. La plupart des constructeurs que je connais et qui font du neuf, que ce soit sous contractation ou alors pour revendre, ils ne touchent pas aux rénovations, ok? Et vice-versa. Ce n'est pas une question de licence ou quelque chose comme ça, malgré que dans certains cas, ça l'est même. Ça l'est même une question de licence, parce que dépendant des montants que ce travaux englobe, il leur faut différents types de licences. Mais bon, ne prenons pas ça. Normalement, c'est juste parce que c'est une question de spécialité. Ceux qui font du neuf, ils n'aiment pas toucher au vieux, et ceux qui font le vieux, ils n'aiment pas toucher au neuf. Vous voyez, c'est un petit peu par rapport à ça. Et comme je vous dis, il y a des exceptions, sans aucun doute, je sais, mais je veux quand même alerter à ça. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de la construction neuve, donc je suis parti du principe qu'on est en train de choisir un terrain, acheter un terrain, contracter un architecte, contracter un ingénieur et contracter un constructeur. Donc c'est nous qui faisons tout ça. Attention dans ce cas-là, parce que les devis qui vont vous être présentés comme propriétaire du terrain, et dans ce cas-là aussi du projet qui a été approuvé, ces devis vont être toujours faits hors taxe. Il faut faire attention, il faut bien prendre en compte que la plupart des devis, je crois presque 100%, viennent avec le montant hors taxe. Donc si vous avez un montant pour la construction de 100 000 euros, ça ne sera pas 100 000 euros, ça sera 100 000 euros plus TVA. D'accord? Ça, c'est un point très important où beaucoup de gens sont surpris par ce fait après avoir reçu la première facture. Et par rapport à ça, beaucoup de gens me demandent aussi, est-ce que sur l'achat d'un terrain ou d'une maison, d'une manière générale, soit-elle neuve ou soit-elle usagée, il y a de la TVA. Non, là, dans ce cas-là, il n'y a pas de TVA. Donc le prix à fixer par l'agence immobilière ou par le propriétaire, c'est le prix final. Il y a seulement les frais de notaire avec les taxes et impôts qu'il faut payer. Mais il n'y a pas de TVA. Aussi, une autre chose, vous allez avoir au Portugal, je ne sais pas, dans l'espace francophone, je pense que ça existe aussi, mais vous allez avoir souvent des projets à vendre. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un constructeur, lui, il a acheté un terrain, il l'a divisé, il en a fait multiples terrains, ou il a acheté simplement un terrain et il construit une maison dessus. Donc c'est lui qui approuve le projet, c'est lui qui prend en contact un architecte, un ingénieur et tout ça, et il affiche cette maison en vente avec un prix final. Okay? Donc imaginons que vous avez une maison qui coûte 300 000 euros, l'agence immobilière l'a affichée à 300 000 euros. Dans ce cas-là, ne s'applique pas de TVA. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous le constructeur, ce n'est pas vous qui avez contacté le constructeur, ce n'est pas vous qui avez contacté l'architecte. Non, vous avez acheté le terrain. Donc quand vous commencez à contracter et vous êtes facturé par rapport à ces services, okay, il y a toujours en plus la TVA. Quand vous achetez un produit fini directement du constructeur, même s'il n'y a rien sur place, donc il n'y a que le terrain, et vous achetez un projet, il n'y aura pas de TVA à payer en plus. Donc le prix final, c'est le prix final, il n'y a pas de TVA. Mais il y a certaines personnes qui sont bien, je dirais pas moins sérieuses, mais elles cachent un petit peu les choses, qui ont justement acheté un terrain, donc on parle d'un promoteur, un acheteur, qui a approuvé le projet, et pour votre sécurité, il vous propose de vous vendre le terrain avec le projet approuvé et en séparer, faire après une tabelle pour vous vendre pour la maison, pour la construction de la maison. Donc on va prendre encore un exemple, c'est plus facile. Imaginons que vous êtes en train d'acheter une maison pour 300 000 euros. Pour l'instant, il n'y a que le terrain et il y a un projet approuvé. Donc le constructeur vous vend ça pour 300 000 euros. D'accord? Donc c'est le cas que je viens de dire.
Il n'y a pas de TVA. Mais ce même constructeur vous dit non, mais écoutez, pour que vous ayez plus de garantie, on peut faire la chose suivante. Je vous vends le terrain à 80 000 €, d'accord, avec le projet. Et après, on fait un contrat de construction à part où je vous prends les 120 000 €, 180 000 € restants, d'accord? En faisant ça, il faut que vous soyez sûr que ce prix que vous allez payer pour la construction soit avec tous les coûts inclus. Donc aussi avec TVA, puisque vous avez acheté une maison à 300 000 €, ok? Mais le constructeur, pour votre sécurité, vous dit, et probablement aussi pour se refinancer, vous dit, écoutez, je vous vends le terrain avec le projet approuvé, et en même temps, on fait un contrat de construction avec le reste, le reste du montant. Il faut que ça soit clair que sur le reste du montant, il ne vous rajoute pas les 23% de construction, ok, de TVA. Et d'une manière généralisée, quand vous, avant de contracter, que ce soit un constructeur pour vous faire votre maison, votre nouvelle maison, ou que ce soit quelqu'un qui vous contractez pour rénover votre maison, vous devriez aller visiter des constructions existantes de ce même constructeur. Il faut aller voir la qualité, il faut essayer de parler avec les gens qui l'ont contracté pour savoir s'il est vraiment fiable, s'il respecte les délais, etc. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne, c'est très important. Ou alors, vous avez un agent immobilier dans lequel vous confiez pleinement et qui sait avec qui il travaille et qui ne travaille pas avec n'importe qui, seulement avec ses constructeurs à lui. Donc s'ils ne sont pas à lui, mais avec lesquels il a l'habitude de travailler et où il sait que les choses se passent bien et que les prix sont corrects. Voilà, donc ça c'est juste un conseil à part parce que ça sous-entend évidemment. Aussi, il n'est pas toujours le cas que les constructeurs que vous propose l'architecte ou l'ingénieur qui vous ont fait le projet ou qui ont fait le projet d'une manière générale, que ceux-là qu'ils vous proposent sont les meilleurs. Certainement, il faut les accepter, mais il faut prendre des devis aussi d'autres personnes, tout en respectant ces choses, d'aller voir ce que ces constructeurs ont fait, essayer de savoir comment ils ont agi, s'ils étaient fiables, s'ils ont fait le travail, etc. Vous avez aussi sur les médias sociaux des groupes où vous pouvez poser cette question. Certainement que les uns ou les autres ont déjà eu des expériences avec l'un ou l'autre constructeur et vous diront si ils étaient satisfaits ou pas, d'accord? Il est évident aussi que ça s'applique aussi aux jardiniers. Si après vous voulez faire votre jardin, que ça soit autour de votre maison rénovée ou que ça soit autour de votre maison neuve, il s'applique le même système. Il faut demander des devis, après voir ce qu'ils ont déjà fait pour qu'ils vous montrent et après demander aux uns aux autres s'ils ont bien travaillé, s'ils étaient satisfaits, etc. etc. Donc c'est tout un ensemble de choses qu'il faut suivre pour que votre nouvelle maison, peu importe si elle est rénovée ou si c'est une maison neuve, soit un succès et qui devienne votre joie et votre bonheur et pas votre malheur comme dans certains cas il arrive. Pas ici seulement au Portugal, vous savez de votre pays qu'il y a aussi dans votre pays des problèmes, c'est un petit peu comme ça, c'est la construction qui est comme ça, donc il faut pas être non plus pressé. Vous voyez, ce qui est très important, c'est de laisser son temps, de décider, de choisir, de vérifier, de comparer, etc. De cette manière, vous allez certainement être sur le bon chemin. Donc aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo de chez moi, d'accord? Comme vous pouvez voir là-haut, là, le temps est pas terrible, il fait chaud, c'est vrai qu'il fait chaud, mais bon, c'est du bleu, après c'est des nuages et tout ça, donc j'ai préféré, et en plus que c'est un sujet quand même assez important et de grande responsabilité, j'ai préféré rester chez moi en calme et avoir cet entretien avec vous. Vous savez ce que je vous ai déjà demandé, ça, des commentaires, beaucoup de commentaires. Faites l'abonnement de ma chaîne, c'est bien pour moi, c'est bien pour vous aussi, vous êtes maintenus au courant, ok? C'est votre Tony du Portugal, j'espère vous revoir bientôt. Aujourd'hui, c'était un sujet un peu moins sympathique, mais bon, important, ok, d'accord? Et n'oubliez pas de voir mes playlists, je ne sais pas où elles apparaissent. Il y a d'autres sujets importants aussi, notamment sur l'achat de l'immobilier au Portugal, qui est certainement très important aussi. À bientôt, merci.